Bon, alors bonsoir à tous, à ceux qui sont présents et à ceux qui nous rejoignent en visioconférence. D'abord, une petite information, je demande à Madame Diana Lissi de couper sa caméra, ainsi qu'à Joël, de qui de son iPad aussi de couper sa caméra de façon à ne pas polluer les voix des images. Merci. Voilà. Merci pour Madame. Et Madame Diana Lissi, est-ce que vous pouvez toucher votre caméra? Il suffit de toucher sur la caméra. Oui, c'est bon. Bon. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une conférence sur André Suarez, qui, souvent on l'ignore, a vécu de nombreuses années, et peut-être les années les plus importantes de son influence littéraire, rue Cassette. Alors, pour le présenter, nous aurons trois personnes qui vont intervenir successivement. D'abord, une courte présentation par le professeur Michel Murat, qui est professeur de littérature à la Sorbonne. Ensuite, une courte présentation de Jacques Letertre, qui est président de Doucet Littérature. Et donc, on sait le rôle éminent que André Suarez a joué auprès de Doucet pour la constitution de sa bibliothèque littéraire. Et enfin et surtout, nous aurons une présentation d'André Suarez par Antoine de Rosny. Alors, Antoine de Rosny est agrégé de lettres classiques à la Maison de l'éducation de la Légion d'honneur. Vous vous souvenez que nous avons fait, il y a cela 3 ans, avant le confinement, une visite de cette maison de la Légion d'honneur. Et donc, il y a pire cadre pour enseigner. Ensuite, en 2016, vous avez soutenu à la Sorbonne une thèse sur la culture classique d'André Suarez, qui est publiée aux éditions Garnier. Et depuis, vous éditez un certain nombre de textes, parce qu'il faut savoir que dans les œuvres de Suarez, des milliers de pages de manuscrits sont toujours inédites et attendent qu'on s'y intéresse. Alors, parmi les publications, on peut citer des fragments relatifs à la culture classique, qui est la thèse, Vue sur l'Antiquité, publiée chez Honoré Champion, Ainsi parlait André Suarez, publié par Raffuyen en 2020. Donc, tout cela, ce sont des publications récentes. Et donc, vous voyez bien que nous avons là les spécialistes, et je dirais le spécialiste de la question. Et donc, avant je n'en dirai pas plus, et je vais laisser tout de suite la parole au professeur Murat pour sa présentation. Oui, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour cet hommage à André Suarez, j'ai préparé un court texte qui s'intitule « L'œuvre fantôme ». Julien Gracq disait de Wagner qu'on ne pouvait l'aimer que malgré. C'était à la gloire du compositeur qu'il songeait, à cet appareil pompeux dont il s'entourait à Bayreuth, au dieu de carton-pâte de la tétralogie. D'André Suarez aussi, je pourrais dire que je ne l'aime que malgré. Malgré son outrecuidance, son affectation de génie, la défroque de persécuté dans laquelle il prend la pose, comme si, face à Wagner qui est le mauvais riche, il fallait qu'il incarne le mauvais pauvre, réincarnation du mendiant ingrat de Léon Bloy. Rien ne me disposait, du reste, à m'intéresser à Suarez. Ce sont les hasards du métier, puisque j'étais professeur de littérature française, qui m'ont fait dire à un étudiant qui voulait travailler sur Gracq et Wagner, sujet déjà traité, je lui ai dit « Regardez donc
du côté de Suarez. Ensuite, j'ai été persuadé par Michel Drouin, qui alors était très malade près de sa fin, que Suarez était une cause, qu'il y avait une injustice à réparer d'urgence. J'ai organisé, avec les conseils de Michel Drouin, un colloque dont les actes ont paru sous le titre « La couronne littéraire de Suarez ». C'est à cette occasion que j'ai rencontré ceux dont je suis devenu l'acolyte, Antoine de Rosny, le spécialiste, comme on dirait à la télévision, et Hervé Mourin, le héros infatigable, héros AUT, infatigable, celui à qui nous devons la pose de la plaque de la rue Cassette, et donc nous devons être réunis ce soir. Ensemble, nous formons une petite troupe. Nous entretenons dans une petite chapelle le feu de la littérature pure, car ceux qui s'intéressent à Suarez se reconnaissent entre eux. Ce sont des purs, des fanatiques, heureusement inoffensifs. L'œuvre de Suarez est comme une ombre immense. Cet homme n'a cessé d'écrire. La part inédite de son œuvre contenue dans les carnets presque indéchiffrables déposés à la bibliothèque Jacques Doucet, cette part inédite équivaut en masse à l'œuvre publiée, pourtant considérable. Et ces deux ensembles ne représentent qu'une faible partie de l'œuvre rêvée par Suarez. Les livres publiés et les carnets ont gardé la trace de ses rêves, mais lui-même, quand il laissait libre cours à sa pensée, lui-même allait plus loin encore. Sur les ailes de sa pensée, cet homme icarien était lui-même Shakespeare, Wagner, Dostoïevski, Pascal et Dante. Il était le génie universel. Mais il savait aussi que, bien que de même nature qu'eux, il n'en était que l'ébauche impuissante, qu'il n'était que le fou de ces rois de l'esprit. Il a d'abord voulu se mesurer frontalement avec eux, refaire leurs œuvres, comme les multiples projets de ces années de jeunesse en témoignent, projets presque tous abandonnés lorsqu'il s'est agi de passer du plan à la réalisation, mais dont certains ont été menés à bien, pour ainsi dire, dans les interstices entre ces œuvres, là où il était encore possible d'inventer. Dans un second temps, il a trouvé une issue à cette contradiction dans le genre de l'essai critique. L'ensemble des essais dessine un autoportrait où les traits de Suarez se diffractent dans le détail, mais se dessinent avec une netteté appuyée lorsqu'on prend de la distance. Mais ils forment aussi une puissante contribution à l'histoire littéraire. Suarez, lecteur de Rimbaud, est pionnier dans sa dénonciation de la fable de la conversion finale, élaborée par la sœur et le beau-frère du poète, et que Claudel allait appuyer de son autorité. Le Dostoïevski de Suarez vaut celui de Gide. Son Baudelaire, qui vient d'être réédité, vaut celui de Sartre. Ces textes, parfois mal informés, mais riches d'intuitions profondes, sont en eux-mêmes, pour reprendre le mot de Cioran, d'indispensables exercices d'admiration, car notre amour de la littérature a besoin d'admirer. Suarez a été aussi, je n'hésite pas devant cette expression qui peut sembler galvaudée, un poète des lieux. Nous venons de consacrer, au mois de septembre, un colloque à ses visions de la Méditerranée. Nous ferons peut-être un jour quelque chose sur la Bretagne autour du livre de l'Émeraude. Et Antoine de Rosny va vous parler de Paris. L'œuvre de Suarez vient à nous d'une manière singulière. Elle n'a jamais vraiment pris consistance dans le paysage. Et son seul ouvrage facilement disponible reste Le Voyage du Condottiere. Du vivant de l'auteur, mort en 1947, nombre de projets ont été abandonnés, comme le livre Cirque, prévu avec Ambroise Vollard, ou retardés, comme Les Vues sur l'Europe, dont la parution différée
a amoindri la portée prophétique. Mais après sa mort, d'importantes correspondances, dont celle avec Claudel, ont vu le jour. Et depuis un demi-siècle ou presque, portées par le travail de lecteurs prosélytes comme Yves-Alain Fabre ou Robert Parienté, l'œuvre est revenue vers nous par vagues, comme si, hors de l'ombre, un fantôme se matérialisait. On a découvert beaucoup d'inédits, dont certains sont importants, comme Le Paraclet, d'autres de grande qualité, comme le volume Provence. Les éditeurs semblent s'être avisés qu'il y avait là une mine inépuisable, une grotte d'Ali Baba. Des anthologies, forme qui convient bien à un auteur de pages plus que de livres, ont été procurées par Stéphane Barsac et plus récemment par Antoine de Rony. Gallimard même se souvient de ce qu'il doit à Suarez et vient de faire paraître l'anthologie Ports et rivages. Les travaux universitaires récents, à commencer par ceux d'Antoine de Rony, ont mis en évidence la place que Suarez occupe dans la littérature du XXe siècle et dans la constellation de la Nouvelle Revue française. Ce renouveau critique vient d'être consolidé par la réunion en volume, grâce à Antoine de Rony toujours, des articles d'Yves-Alain Fabre. À sa manière, on peut donc dire que Suarez est aujourd'hui très présent. Mais à sa manière, Suarez n'a jamais été tout à fait présent à lui-même, et son personnage avait quelque chose de spectral que les images nous restituent de façon suggestive. On a du mal à l'imaginer dans l'infraordinaire, même à côté d'ici, rue Cassette. Ce n'est d'ailleurs pas un lieu ordinaire. Où se trouve-t-il, en fin de compte? Où devons-nous le chercher? La réponse est évidente. Suarez est dans ses pensées. Heureusement, il a écrit. Il nous suffit d'ouvrir ses livres pour y pénétrer, tout en sachant que nous ne pourrons pas l'y rejoindre. Je vous remercie. Donc, je viens vous parler avec une double casquette. Une première qui va vous paraître étrange ici, c'est une casquette de Vénitien. Et une seconde, c'est en tant que président de Doucet Littérature, mais vous allez comprendre très vite le lien. Juste à côté de chez moi, à Venise, il y a maintenant 16 ans, une plaque magnifique a été offerte par la ville de Venise à André Suarez. C'est sur le quai du Zattere. Ceux qui vont à Venise sont sans doute passés à cet endroit. Donc 16 ans avant Paris, et alors qu'il n'avait séjourné dans cet endroit que 2 mois, la ville de Venise a cru important de consacrer à André Suarez une partie de son quai et d'un de ses plus jolis quais qui soit là-bas. Lorsque l'idée a été évoquée de faire une plaque pour Suarez à Paris, j'ai pensé que cette injustice était tellement flagrante qu'il ait fallu 16 ans de retard pour que ça se fasse ici. Comme mon ami Hervé Mourin m'en a parlé, j'ai pensé que les amis de la bibliothèque Doucet ne pouvaient que participer à cette opération. Quand je dis ne pouvaient que participer à cette opération, c'est que il n'y aurait jamais eu, je pense que c'est l'avis de beaucoup des gens qui fréquentent la bibliothèque Doucet, il n'y aurait jamais eu de bibliothèque littéraire Jacques Doucet sans Suarez. La complexité de la relation qui unit Suarez et Doucet, qui a été merveilleusement résumée dans la formule « le magicien et le condottiere », tel qu'un ancien directeur de la bibliothèque avait consacré à une petite partie de leur correspondance, on voit à quel point Doucet et Suarez, qui sont deux personnalités fondamentalement différentes. Il y a des coups de foudre en matière amoureuse, mais il y en a aussi en matière d'amitié, et la manière dont démarre en 1913 la relation entre les deux est très étonnante.
parce que je continue à penser qu'ils n'avaient pas tant de points communs. Mais la manière dont Suarez va très habilement amener Doucet à découvrir la modernité, à comprendre le travail de l'écrivain, à s'attacher aux moindres détails, pendant jusqu'à cette arrivée, cet apport de Suarez, les collectionneurs accordaient peu d'importance aux manuscrits, accordaient peu d'importance au travail réel de l'écrivain. C'est Suarez qui va montrer à Doucet que s'il veut avoir une véritable bibliothèque à la Montaigne, symbole de modernité, comme il l'a dit, il fallait qu'il ait toutes les étapes de préparation du travail de l'écrivain. D'où ce qu'il va continuer à faire dans toutes les années 20, c'est-à-dire rémunérer un certain nombre d'écrivains pour qu'ils lui fournissent les brouillons, les étapes préparatoires, ce qui fait aujourd'hui le bonheur de tant d'universitaires qui peuvent suivre la progression du travail, c'est grâce à Suarez. N'imaginez pas que Doucet était un formidable lecteur. Son goût, quand Suarez le rencontre, est d'un classicisme bourgeois qui est celui de son époque. La modernité, il ne la connaît pas, mais même les précurseurs de la modernité. C'est Suarez qui va doucement l'amener à découvrir les grands, que ce soit Baudelaire, que ce soit Mallarmé, tous ceux qui, pour lui, sont des points de repère entre, dit-il, 1870 et la guerre, 1915. À partir de là, il va dire à Doucet qu'il se doit d'acquérir non pas tout, mais ce qui est le plus significatif de la modernité. Alors, ce que je vous décris a l'air d'une relation idyllique. Elle n'a pas été idyllique très longtemps, puisque ce sont des caractères forts, et très vite, Doucet a pris son indépendance. Et Doucet l'a pris d'autant plus facilement qu'il a écouté d'autres gens que, même si l'abonnement, j'ose l'appeler un abonnement, même si l'abonnement qu'il a avec Suarez est un abonnement qui durera encore une quinzaine d'années, d'autres vont intervenir, vont jouer des rôles de bibliothécaires, et ils sont éminemment illustres. C'est Breton, c'est Desnos, c'est Aragon. Et la relation que ces jeunes tigres-loups, comme les appelle Suarez, jouent sur Doucet, ne plaît pas du tout à Suarez. Le seul auquel Suarez reconnaisse du talent, c'est Aragon. Et encore, il pense qu'il se fourvoie dans des combats politiques. Mais Suarez est un peu jaloux, il y a des formes de modernité qu'il n'accepte pas, et puis il a des exclusives. Le Proustien que je suis est toujours choqué des propos que Suarez a tenus sur Proust, qui sont dévastateurs, violents, excessifs et tout. Mais il n'y a pas que Proust qui ne trouve pas grâce à ses yeux. Il n'aime pas davantage Colette, il n'aime pas Cocteau. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Et il les exclut de l'univers Doucet. C'est contre l'avis de Suarez que Doucet acquérera un exemplaire des placards qui seront montrés à l'exposition de la BNF, des placards qui font partie des jeunes filles en fleurs, parce que Doucet pense que Proust est important, qu'il ne doit pas écouter une seule personne. L'acquisition des Demoiselles d'Avignon par Doucet, Suarez est loin d'être fanatique. Donc, c'est une merveilleuse relation, je vous dis, parce que c'est lui le point de départ. C'est lui qui va fixer toute la philosophie du système et qui va faire entrer Doucet là-dedans. Il est évident qu'on ne peut pas ignorer cet élément-là. C'est pourquoi je suis heureux que la bibliothèque Doucet, qui est présente ici ce soir, et l'association de ses amis aient pu participer au dévoilement de cette plaque aujourd'hui. Merci.
Voilà, je voudrais juste commencer en remerciant rapidement Monsieur le maire d'avoir encouragé notre projet de pose d'une plaque et de nous avoir aidé à organiser une conférence à l'occasion de son dévoilement. Je remercie aussi très rapidement M. Claude Rive, conseiller délégué à la mémoire, qui a accepté de représenter M. le maire. Je remercie M. Delmas de nous accueillir dans le cadre des conférences de la Société historique du 6e arrondissement. Merci aussi, bien sûr, à Jacques Letertre qui vient de s'exprimer, qui a permis le financement de cette plaque. Et puis, je dirais pour terminer, un merci spécial à Hervé Mourin qui a eu l'idée de cette plaque et qui a œuvré dans l'ombre pour aboutir, pour faire aboutir si beaux projets. Voilà, je signale juste aussi que vous trouverez à la fin, au fond de la salle, un document que j'ai préparé à 3 avec des références de livres de Suarez sur Suarez. Et il y a aussi quelques exemplaires de livres de Suarez ou sur Suarez qui sont en vente, si cela vous intéresse. Donc, vous pourrez revoir cela au fond de la salle tout à l'heure. Le 22 décembre 1929, André Suarez, depuis Collioure, adresse une lettre assassine à son propriétaire de la rue Cassette. Expulsé du cher appartement où il a passé près de 20 ans, il ne lui pardonne pas une décision qu'il considère comme un crime. Le ton, plein de passion tragique, traduit le drame profond que constitue cet exil qui commence, cette perte du paradis parisien où il avait su trouver la sérénité. Vous m'avez dépouillé du seul bien que j'eusse au monde. Vous avez détruit mon ordre et mon harmonie, mon silence et ma paix. Vous et votre complice, vous m'avez volé par la force le logis où je devais toujours vivre. Vous m'avez chassé de Paris en m'ôtant tout moyen d'y rester. Vous m'avez réduit à l'exil. Vous m'avez tué à moitié. Vous avez empoisonné ma vie depuis 11 mois. Vous m'avez rendu malade au point de m'interrompre dans tous mes travaux et d'abandonner 2 grandes œuvres entreprises depuis 10 ans. Grâce à vous, je n'ai plus rien, ni toit, ni repos, ni musique, ni livre. Je n'espère pas que vous allez passer par toutes les douleurs que je vous dois. Un tel vœu n'est pas dans mon caractère. Mais je compte fermement que le destin, à qui j'en appelle, vous fera souffrir un peu de tout le mal que vous avez su me faire et qu'au même degré, personne ne m'a fait. Dans la maison où je croyais toujours vivre et d'où vous m'avez chassé, je lâche contre vous l'ennemi qui venge les injures mortelles qui s'attachent à la gorge des maudits. À lire ces lignes dignes de la légende des Atrides, vous croirez que Suarez déplore la confiscation de sa maison natale et de la terre de ses aïeux. Il n'en est rien. Suarez est en effet marseillais d'origine, et même s'il s'est installé vers l'âge de 30 ans en région parisienne, puis à Paris même, il n'a cessé de cultiver ses racines provençales en faisant des séjours dans la région de Toulon ou au Hauts-de-Provence. Comment comprendre alors un attachement si viscéral à son logement du 20 rue Cassette? Cette adresse ne fut-elle pas, pour celui qui connut tant d'habitations diverses jusqu'à ses 40 ans, un logement parmi d'autres, une étape entre le 17 rue Méchin et le 11 rue de la Cerisée? En réalité, cette adresse fut de toutes celle qui compta le plus dans l'existence de l'écrivain, non seulement parce que ce fut le logement où il resta le plus longtemps, mais aussi parce que, idéalement situé, il correspondait le mieux aux exigences de son activité créatrice. Jusqu'à aujourd'hui, 2 plaques faisaient mémoire d'André Suarez. L'une à Marseille, posée en 1985 au 91 rue Saint-Jacques, sur la façade de l'immeuble construit à l'emplacement de sa maison natale. L'autre, nous venons d'en parler, à Venise, sur les Atterrés, posée en 2006 sur la pension où Suarez séjourna
en novembre 1902. Désormais, une troisième plaque orne la façade du 20 rue Cassette et rappelle les nombreuses années de présence de l'écrivain en ce lieu. Lui qui en fut chassé de façon tragique en 1929 ne pouvait mieux y trouver sa place près d'un siècle plus tard. Avant de nous concentrer sur la rue Cassette, sur les années heureuses qu'il y vécut, il importe de rappeler quelle fut la présence du Marseillais Suarez à Paris et dans sa région. La première période est celle de ses études. Brillant élève du lycée public de Marseille, l'actuel lycée Thiers, Suarez est envoyé par son père à Paris en 1883 pour y faire s'épanouir au mieux ses qualités intellectuelles. Ce sont d'abord 3 ans passés comme pensionnaire au collège Sainte-Barbe et comme élève au lycée Louis le Grand, à 2 pas donc de la future bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Ce sont ensuite les 3 années rue d'Ulm à l'école normale supérieure, puisque le jeune prodige, non content d'avoir remporté le premier prix de composition française au concours général, classe de rhétorique, obtint de se présenter au concours de l'ENS dès l'année de philosophie, sans passer par l'étape des classes préparatoires littéraires. Cependant, l'échec plus ou moins programmé à l'agrégation d'histoire et la société déclinante de son père signe le retour de Suarez à Marseille dès 1889 et le début d'une réclusion de près de 10 ans. Après avoir découvert avec émerveillement la richesse des concerts et des spectacles parisiens, après avoir côtoyé Paul Claudel et Romain Roland dans les rues du quartier latin, Suarez s'enferme dans une solitude amère d'où ses amis ne le sortent qu'avec difficulté. Le premier retour en région parisienne n'est que de courte durée. Nous sommes en mars 1894 et Suarez, alors âgé de 26 ans, s'installe chez un oncle à Herblay, dans le Val d'Oise, avant de sonner à la porte de son cher ami Maurice Potcher, alors installé rue des Écoles à Paris. Il y reste 3 mois, au cours desquels il a l'occasion de renouer avec le quartier latin, quitté 5 ans plus tôt, de s'installer dans les cafés situés près du Luxembourg, d'y contempler parfois en secret le poète Verlaine, buvant ses derniers verres d'absinthe. Mais la véritable installation de Suarez en région parisienne date d'avril 1897. Les 10 années qui suivent se caractérisent toutefois par une grande instabilité géographique, due à la modicité extrême des moyens dont dispose l'écrivain pour se loger. Rappelons qu'il n'a publié à cette date qu'un petit drame édité de façon confidentielle, Les Pèlerins d'Emmaüs. Vous voyez sur le slide le livre tout à gauche. Livre qu'il n'a pas eu encore la chance, et il n'a pas eu encore la chance de rencontrer ceux qui deviendront plus tard ses généreux mécènes. Après un très court et curieux épisode chez les bénédictins de la rue Vanneau, dans le 7e arrondissement, et un premier séjour chez les Potcher, désormais installés à Meudon, Suarez s'installe pour 3 ans, de 1897 à 1900, au 14 rue de l'Abbé Guépé, dans une mansarde située au dernier étage d'un immeuble, alors appelé Hôtel des Américains. Quoique minable, ce logement constitue la première véritable adresse parisienne de Suarez, qui compose ses premières grandes œuvres, images de la grandeur, Wagner, Tolstoï. Il est à 2 pas de la rue d'Ulm, du Luxembourg, et du domicile de Romain Roland, désormais marié. Cependant, l'augmentation du prix des chambres due à l'exposition universelle de 1900 contraint Suarez à déménager et à trouver refuge, à nouveau, chez son ami Maurice Potcher à Meudon. C'est le début de 6 années de déménagement au sein même de cette commune, puisqu'on ne compte pas moins de 7 adresses différentes au cours de cette période. Dans l'intervalle, Suarez se met en ménage avec Albertine Thoman, Betty, perd son frère Jean dans un accident tragique en 1903, multiplie les publications après des années de vaine création, entame une correspondance avec Claudel, amorce une collaboration fructueuse avec Charles Péguy et se fait connaître des milieux littéraires parisiens. En 1906, Suarez et Betty quittent Meudon pour Paris.
De nouveau, c'est le quartier proche du Luxembourg qui est retenu. C'est en effet au 17 rue Méchin que le couple s'installe, à 5 minutes de la rue de la Vérité, rue alors villageoise, qu'on aurait peine à identifier avec celle d'aujourd'hui, profondément remaniée, puis le développement de l'hôpital Cochin. La générosité de l'industriel toulonnais Édouard Latine permet à l'écrivain de vivre enfin dans un appartement digne de ce nom au cœur de Paris. Seulement les 4 années qu'il y passe sont rendues difficiles par la propriétaire de l'immeuble, qui se trouve être la propre fille de José Maria de Heredia et l'épouse de l'écrivain Maurice Mindron, lui-même fils du sculpteur Hippolyte Mindron, dont, entre parenthèses, on voit au Luxembourg une statue, la Véleda. Madame Mindron, donc, qui apprécie peu l'étrange écrivain aux cheveux longs, lui mène en effet la vie dure, lui versant de l'eau dans l'escalier ou ôtant le bec de canne de la porte pour l'empêcher d'entrer chez lui. La situation est telle qu'un procès a lieu, que Suarez gagne, mais il n'est pas nécessaire son déménagement. C'est ainsi que débute la période bénéfique de la rue Cassette. Ce tour d'horizon des logements parisiens de Suarez permet de remarquer que, la parenthèse meudonnaise mise à part, l'écrivain a essentiellement fréquenté le quartier du Luxembourg, que ce soit au cours de ses 6 années d'études donc sur la montagne Sainte-Geneviève, son court séjour chez Potcher et des écoles, ses 3 années rue de la BTP, puis de son premier long séjour rue Méchin. Il importe cependant de préciser que le Paris qu'apprend à aimer toujours plus Suarez au fil des décennies ne se limite pas aux environs immédiats du Luxembourg, où les aléas de la vie l'amènent à s'installer. Il s'étend aux arrondissements historiques de la capitale, ceux qui bordent immédiatement la Seine, avec une prédilection particulière pour la rive gauche. Suarez l'écrit à Cléopâtre Bourdelle. Il y a 36 Paris, ou même 80. Le nôtre a toujours été sur la rive gauche et ne sera jamais qu'entre l'île Saint-Louis et l'Observatoire et du Pont Royal à Montparnasse. Cette passion pour le Paris historique, littéraire et artistique se traduit chez Suarez dans des livres d'une grande beauté, chants d'amour qui s'inscrivent dans la lignée de ces hommages que l'auteur prend l'habitude de rendre tout au long de sa vie aux terres aimées. Pensons ainsi à l'Italie, à la Provence et à la Bretagne. Les 2 volumes principalement concernés sont Cité, Nef de Paris, 1933, et Paris, posthume, 1950, respectivement illustrés par Daragnès et de Caris. Mais on trouve de très belles évocations de la capitale dans la Bièvre et dans Présentation de la France. Ces hymnes pourraient faire l'objet d'une conférence à part entière. Il n'est pas question ici de les parcourir en détail, mais on retiendra parmi les étapes préférées des promenades parisiennes de Suarez, puis tout au long de sa vie, la montagne Sainte-Geneviève et Saint-Julien-le-Pauvre, le Pont-Neuf et le quai aux Fleurs, la place Dauphine, le palais de justice, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame de Paris. Paris est pour Suarez la ville de l'esprit, le cerveau et le cœur de la France, la tête et l'âme de l'Occident. Sa contemplation ne peut qu'alimenter des rêveries sur l'art du génie français, au plus haut point, Notre-Dame de Paris, à laquelle Suarez consacre des pages inoubliables. On comprend alors le désarroi de l'écrivain quand en 1930 il sera contraint d'emménager rue de la Cerisée, dans le quartier de la Bastille, sur l'autre rive, bien loin de ses quartiers de prédilection. À Cléopâtre Bourdelle, il prolonge sa confession. Je ne fais ni le député ni le petit maître en répugnant à la Bastille. Je suis hors de mon milieu. Je cesse d'être à ma place naturelle. Je manque à la première de mes naissances. En quittant la rue Cassette en 1929, Suarez ignore que jamais plus il ne relogera dans les environs tant aimés du Luxembourg qu'il fréquenta en tout près de 35 ans, soit côté 6e, soit côté 5e, soit côté 14e. Rue Cassette, Suarez a vécu la période la plus riche et la plus lumineuse de toute sa vie, même si cette période inclut la sombre parenthèse de la Première Guerre mondiale. Avant même d'entrer avec lui dans la plus chère de ses demeures, et pour mieux se familiariser avec la vie de l'écrivain à cette époque, il convient
d'en retracer à grand T les principales étapes. C'est d'abord, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'avènement d'une consécration littéraire à laquelle Suarez ne croyait plus. L'année de l'installation rue Cassette est celle de la parution du premier volume du Voyage du Condottiere, appelé à devenir le titre le plus célèbre de l'auteur. La parution en volume des chroniques publiées dans la grande revue sous le titre Sur la vie se poursuit. Les portraits consacrés à Dostoïevski et à Tolstoï, parus dans les cahiers de la quinzaine de pays, sont remarqués par l'équipe de la plus jeune Nouvelle Revue française. À l'invitation de Claudel et de Gilles, Suarez ne tarde pas à la rejoindre, tout à la joie de passer sur la bonne rive. Les nouvelles chroniques forment bientôt la matière de 2 beaux volumes, publiés en 1913 et 1914 aux éditions de la NRF, Essais et portraits, titre qui résume bien le genre de texte qu'écrit Suarez tout au long de sa vie. La rencontre avec l'éditeur Émile Paul inaugure parallèlement une longue collaboration qui devait durer aussi longtemps que la présence de Suarez au cassette. Ils paraissent dans l'immédiat, outre le 3e volume de Sur la vie, la pièce Cressida et le recueil Idées d'édition qui réunit peinture de paysages et réflexions diverses. Les témoignages d'admiration se multiplient. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1911, Suarez reçoit des hommages d'écrivains et d'artistes comme Vincent d'Indy, Rilke, Henri de Régnier, Alain Fournier et bien d'autres. Surtout, il noue de nouvelles relations, dont certaines devaient être déterminantes. Pensons à l'amitié avec le peintre Georges Rouault, appelé à devenir toujours plus profonde et fructueuse. Pensons aussi au mécénat du grand couturier et collectionneur Jacques Doucet, qui, à l'image de la collaboration avec l'éditeur Émile Paul, allait durer aussi jusqu'à la fin de la période de la rue Cassette. Doucet ne tarde pas à emmener son nouveau protégé en Italie pour le soustraire au tourment amoureux que lui vaut son déchirement entre sa compagne de toujours, Albertine Thoman, qui finira par épouser en 1926, et Marie Dormoy, avec laquelle il entretient une liaison intermittente jusqu'en 1924. La guerre, cependant, éclate et donne un coup d'arrêt à l'élan prodigieux donné à la carrière de Suarez au cours des 4 années précédentes. L'écrivain, renouant avec l'écriture engagée des lettres d'André de Sélix, un de ses pseudonymes publiés dans le contexte tendu de l'affaire Dreyfus, se lance dans la rédaction d'une série de livres anti-germaniques réunis sous le titre commun et éloquent de commentaires sur la guerre des Boches. S'y ajoutent des appels aux pays alliés, à l'Angleterre, à l'Italie, et des hommages rendus aux combattants. Un très beau livre notamment sur Pellicci. En marge de ses écrits de circonstances pleins de zèle patriotique, Suarez poursuit son œuvre littéraire, donnant à la NRF de courtes chroniques réunies sous le titre Remarques, consacrant un portrait à Cervantes et un dialogue politique à François d'Assise. Mais la période de la guerre correspond surtout à la genèse du merveilleux projet de la bibliothèque littéraire proposé à Jacques Doucet. J'en dis très rapidement quelques mots, on en a parlé juste avant. La première trace remonte à l'année 1914, à l'occasion d'une lettre sur l'art de la reliure. Suarez suggère à son protecteur donc la création d'une librairie à la montagne. Le projet, d'un temps ajourné par le déclenchement de la guerre, est néanmoins remis sur la table en 1916. Si le contexte en complique la réalisation, il lui donne un surcroît de sens. Pour Suarez, en effet, le déchaînement de la barbarie rend nécessaire la création d'un pur symbole de civilisation. Dans ses lettres, l'écrivain oriente son protecteur dans le paysage littéraire contemporain, suggérant des listes d'acquisitions, dessinant une grande direction d'une certaine modernité. Lui-même pilier de cette bibliothèque par ses œuvres, Suarez reçoit de Doucet son soutien total dans la réalisation d'une perle bibliophilique, le recueil Amour, grâce auquel lui est donné de faire toute la connaissance du graveur Louis Joux, dont l'amitié indéfectible devait durer jusqu'à sa mort. Toutes ces années de guerre, Suarez les passe dans son cher logement de la rue Cassette, s'autorisant de temps en temps des séjours corporatifs en Bretagne et en Provence, ces terres spirituelles où il aime tant se rendre pour admirer la beauté des paysages et oublier les aspects contraignants de la vie parisienne.
S'ouvre alors la décennie des années 20, au cours de laquelle l'écrivain renoue avec sérénité et assurance le fil d'une création littéraire à présent libérée de l'inquiétude guerrière. Création intense, qui se déploie dans des directions variées. Désormais fidèle à son génie critique, Suarez consacre des livres à Shakespeare, Debussy, Pascal, Saint-Augustin et des portraits plus courts à de nombreux auteurs, artistes, héros fictifs ou personnages historiques réunis dans plusieurs recueils. Loin de négliger la poésie, l'écrivain essaie des voies nouvelles, notamment l'inspiration japonaise. Des recueils de réflexions philosophiques nourris de considérations scientifiques voient le jour. D'innombrables articles paraissent en revue. Suarez fait de nouvelles connaissances. En 1920, il se lie avec le sculpteur Bourdelle, qui orne son recueil Poèmes du temps qui meurt. Il connaît une amitié brève mais profonde avec le peintre et dessinateur Gustave Fayet. Une mort prématurée empêche de réaliser un projet de recueil illustré. D'insignes admirateurs multiplient les hommages et deviennent de fidèles soutiens de l'auteur. André Malraux, Henri Bergson, Pierre de Massot. Des liens sont tissés avec les auteurs étrangers, comme Miguel de Unamuno, Gabriele D'Annunzio. Grâce à Bourdelle, Suarez établit des contacts décisifs pour les décennies à venir, notamment avec l'éditeur Ambroise Vollard et avec l'homme d'affaires Gabriel Cognac, petit-neveu d'Ernest Cognac, fondateur de la Samaritaine. Après quelques années de rupture, Suarez accepte par ailleurs de réintégrer la Nouvelle Revue Française grâce à l'amicale insistance de Jean Paulhan. Nous verrons plus loin les tenants finales tragiques de cette décennie radieuse et l'accumulation de malheurs vers 1928-1929, dont l'expulsion de la rue Cassette devait constituer le paroxysme. Mais auparavant, laissant de côté l'accumulation des dates, des faits et des noms, penchons-nous sur le cadre béni dans lequel Suarez a vécu ces presque 20 années d'heureuse création littéraire. Au seuil des essais, publiés en 1913, Suarez, à l'occasion de son arrivée à la NRF, exprime le bonheur de se retrouver sur la bonne rive. L'aveu qu'il livre est la meilleure façon de comprendre l'amour profond qu'il porte aux arrondissements de Paris situés au sud de la Seine. Voici que je retrouve la ville des livres et des maisons studieuses, des savants et des prêtres, de l'amour pensif qui défend les lieux sacrés de l'Occident contre les barbares. Sainte-Geneviève, sur sa colline, penche un visage de reine toujours jeune sur le miroir de Seine. Là, du moins, entre Notre-Dame et le Parnasse, il est encore un air respirable pour les hautes pensées. On peut sortir de l'impur mêlée, on peut se promener parfois dans les rues silencieuses et marcher à pas lents le matin dans le jardin du Luxembourg, fleuri de rêves et d'amants. Me voilà de retour sur la bonne rive. Le quartier où il emménage en 1910, de fait, l'enthousiasme. Rue Cassette, Suarez n'est pas très éloigné des lieux de ses succès scolaires sur la colline Sainte-Geneviève. Il se rappelle inévitablement aussi le temps de ses déambulations d'étudiants, aux côtés de Maurice Potcher, de Romain Rolland, de Paul Claudel, passé à refaire le monde en commentant une page de Shakespeare ou un opéra de Wagner. Rue Cassette, Suarez se trouve au cœur du quartier littéraire de Paris, riche d'une histoire prestigieuse, doté d'un nombre infini de librairies, de maisons d'édition, et bordé avec le Luxembourg d'un grand espace de verdure où observer le passage de la nature à laquelle l'écrivain s'est toujours montré si sensible. Depuis la rue Cassette, Suarez peut enfin rendre visite à plusieurs de ses amis. Lucien Michelot, organiste à Notre-Dame-des-Champs, Charles Péguy dans sa boutique détaillée, rue de la Sorbonne, Jacques Copeau dans son théâtre de la rue du Vieux-Colombier, et plus loin vers Montparnasse, Antoine Bourdelle dans son atelier de l'impasse du Maine. À l'inverse, Suarez aime toujours et surtout recevoir ses intimes, partager avec eux des moments d'amitié. Les correspondances y font assez souvent allusion. Ont ainsi défilé chez lui un nombre important d'écrivains et d'artistes. Roland Gilles Claudel, Rouault, Fayet, Bourdelle, D'Annunzio et Unamuno, Zweig et Joyce, la comtesse Murat et l'abbé Meunier, tant d'autres encore. L'abbé Meunier, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, qui arrive rue Méchelin au moment où Suarez la quitte, et dans le même ordre d'idées, Suarez arrive rue Cassette
alors que Alfred Jarry, qui y a habité 10 ans, eh bien, disparaît en 1916. Dans son cher logis, situé dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, Suarez profite du calme d'une rue discrète et peu fréquentée, mais aussi de l'agrément d'un rez-de-chaussée donnant sur un jardin où pousse une vigne et un mûrier, ainsi qu'un bel élan, à l'ébranchement duquel l'écrivain se montre foncièrement opposé dans une lettre adressée à sa propriétaire, le 17 mars 1920. Vous voulez qu'on ébranche et même qu'on étête le bel élan qui fait la joie et l'agrément du petit jardin? Prenez garde à ce que vous faites là, je vous prie. C'est une grande imprudence et une action funeste de mutiler barbairement les arbres. Les vieillards surtout devraient en planter plutôt que de les détruire. Les arbres sont des êtres vivants, pleins de douceur, de bonté et de complaisance. Il ne faut pas leur faire de mal. Ils ne nous font que du bien. Ils en font aux oiseaux qui sont avec eux les êtres les plus innocents de la nature. Ils souffrent, on les torture à coups de hache. Et plus que jamais à la veille du printemps. Il y a tant d'injustice et de méchanceté à tourmenter les arbres, surtout au milieu de la ville, qu'il faut craindre leur vengeance. Tout ce qui vit veut vivre, madame. Si on le condamne à mort, un arbre en appelle à la justice divine du supplice qu'on lui inflige, et il élève une plainte sacrée contre le bourreau qui le fait mourir, qui touche à l'innocence de la vie et qui la blesse, sera puni dans sa propre perversité. Un mur peu élevé séparait le jardin privatif, le petit parc mitoyen de l'Institut catholique, en sorte que l'illusion d'une nature profonde faisait oublier la ville à l'écrivain. Le grand calme du lieu était encore favorisé par le fait qu'à l'étage, situé au-dessus de son logement, se trouvaient les bureaux de la propagation de la foi qui, très discrets aux heures du jour, étaient vidés de leurs occupants dès 6 heures du soir. Nature et silence, deux conditions idéales pour créer dans la sérénité ou pour jouer du piano tard dans la nuit sans risquer de gêner les voisins. Deux témoignages inattendus nous sont parvenus sur l'usage que faisait Suarez de son jardin, révélateur de son amour des animaux. L'écrivain Francis de Miomandre nous apprend, dans l'article qu'il consacre à Suarez lors de sa mort, l'amour de l'écrivain pour les tortues et pour les chats. Ce jardin était littéralement incrusté des carapaces de toutes les tortues défuntes dont Suarez continuait à entretenir les successeurs, si j'ose dire. Et je revois encore cette énorme bête, la reine sans doute, qui se promenait majestueusement dans les allées et qui avait bien 150 ans. Je revois aussi les chats qu'il adorait et avec lesquels il passait des heures de conversation passionnée et pleine d'amour. Cimetière de tortues, le jardin de Suarez servit aussi de cimetière aux animaux de ses amis les plus proches. Le même Francis de Miomandre relate comment il vint y enterrer le singe qu'il avait amené quelques années plus tôt rue Cassette pour faciliter la réconciliation entre Claudel et Suarez. Il faisait un temps affreux de fin d'automne, drapé dans sa cape, Suarez, l'air tout à fait d'un Hamlet sous la pluie au bord d'une tombe, me regardait creuser avec une bêche un trou au milieu d'une terre qui n'était qu'un mélange de boue et d'écailles de tortue. Il était presque aussi ému que moi-même. Et cette fois, dans un entretien avec Frédéric Lefebvre, c'est Pierre Benoît qui dédia en 1919 son roman L'Atlantide, un ermite de la rue Cassette, qui raconte à son tour cette anecdote animalière. Je perdis un jour une petite chatte qui m'était très chère. Où l'enterrer? Suarez était à ce moment-là en Bretagne. Je me rendis chez lui et aucun de sa concierge, qui me connaissait comme un familier du maître, qu'elle me confia les clés de l'appartement. J'enterrai ma pauvre bête dans le petit jardin que vous savez. Rentré chez moi, j'eus des remords d'avoir ainsi violé la retraite du solitaire. J'en écrivis tout au long à Suarez, qui m'a envoyé en réponse une lettre si affectueuse et si compréhensive que je l'ai toujours gardée et que depuis je la relis souvent. Mais laissons là le jardin de Suarez et entrons avec lui dans son habitation. On connaît assez bien l'intérieur de l'appartement que l'écrivain occupait avec sa compagne, Betty, grâce à des photographies qui nous sont parvenues de
3 de ses pièces, mais aussi grâce aux témoignages laissés par Marie Dormoy, l'amie tendrement aimée, et par Élisabeth Lefebvre, la fille d'un avocat breton, ami de Suarès. Alors voilà, Suarès, photographié par Gustave Fayet devant le logement. Il a un air un peu sévère, n'est-ce pas? La première photo, la première de ces deux personnes, par le récit qu'elle fait de sa rencontre inaugurale avec Suarès, nous offre le meilleur accompagnement pour pénétrer dans les lieux, comme si Suarès y vivait toujours. Je cite donc Marie Dormoy. Suarès lui-même vint nous ouvrir. Il nous fit entrer dans la vaste pièce où il se tenait tout le jour. Une fenêtre qui éclairait sa table, une porte-fenêtre qui donnait accès au jardin. Sa compagne entra. Je la connaissais déjà pour l'avoir vue de loin dans les rues de Meudon. Elle n'était pas celle que j'avais rêvée pour lui. Quelques paroles banales furent échangées pendant lesquelles j'examinais le lieu où nous nous tenions. Un grand demi-queue pliait occupait la place d'honneur. 2 armoires anciennes, quelques sièges formaient tout le mobilier. Tout cela très simple, mais de très grand goût. Les murs nus, sauf quelques reproductions photographiques des fresques de Sienne. Pas un livre, pas un papier qui traînait, rien qui révélât l'homme de lettres. Michelot, toujours réaliste, dit brusquement « Jouez tout de suite, il faut que je rentre la petite pour le dîner. » Suarès se mit au piano et, sur ma demande, joua le quatuor en ut dièse mineur de Beethoven. Suarès, faut-il le rappeler, est un excellent pianiste. Tous ceux devant lesquels il a eu l'occasion de jouer en ont témoigné. Donc, voici effectivement une première photo. Chambre de Betty. Une deuxième photo, le bureau. On voit le demi-queue recouvert d'un drap. Le second témoin, Élisabeth Lefebvre, nous met quant à elle davantage en présence de la cuisine de Madame Suarès. La lettre date de 1928 et évoque déjà la sombre perspective de l'expulsion. Je la cite. Madame Suarès craint des ennuis avec son propriétaire, comme tous les locataires du jour. Mais ils se font un gros souci de quitter cet appartement où ils vivent depuis 22 ans, au milieu de leur bric-à-brac artistique. Avec ses collections rustiques de toutes sortes, meubles anciens, cuillères, casseroles de cuivre, bassinoires, poteries, Madame Suarès a des merveilles chez elle. Mais cela donne un peu à cet appartement, trop petit pour toutes ces jolies choses, un air de magasin d'antiquité, mais un magasin où tout serait propre et reluisant. Dans ce magasin d'antiquité, encombré d'armoires anciennes, de fauteuils de Louis XIII et de coffres bretons, il ne faut pas omettre de citer la présence d'objets d'art issus d'amis artistes et dont la valeur est double à ce titre. Mentionnons notamment un tableau de Louis-Mathieu Ferdinand, ici, peintre provençal que Suarès aimait beaucoup, œuvre qui a laissé une forte impression d'ailleurs sur Francis de Guermantes, et puis 2 sculptures offertes par Bourdelle, un buste en bronze d'Apollon, et puis un plâtre de Mickey, la déesse de la victoire, dès la science et sandale, statue qui introduisait au cœur de l'appartement parisien un rêve de cette terrasse antique, si prisée par l'écrivain. La petite ébeille que Suarès avait su se constituer au fil des ans et à laquelle il s'était attaché, au point de l'imaginer sienne et de pouvoir y vivre jusqu'à sa mort, hélas, ne dura pas. Dans le courant de l'année 1928, le propriétaire manifesta en effet son désir de récupérer le logement. Le départ des bureaux de la propagation de la foi au premier étage hâta le processus. Désireux de créer sans tarder un duplex, le propriétaire engagea des travaux qui rendirent vite la vie impossible à l'écrivain dont les démarches auprès d'un avocat ne furent tout au plus que retarder un peu l'échéance fatale. Le départ définitif eut lieu à la fin du mois d'octobre 1929. Sous la contrainte, Suarès mettait fin à une période essentielle de sa vie, riche de ses plus belles créations, marquée par ses plus belles rencontres. Dans la correspondance de Suarès, on trouve trace de l'exaspération et du désarroi de l'écrivain au cours des 2 dernières années passées à pressentir puis à attendre l'expulsion redoutée. Il s'en ouvre notamment à son cher Rouault, lequel, familier des déménagements à répétition, s'efforce de lui venir en aide en lui proposant des solutions. Suarès répond en novembre 1928.
Vous êtes bon, je le sais depuis longtemps, cher Beau. Vous ne pensez pas à moi dans le vide, comme tant d'autres. La maison que vous me signalez ne fait pas du tout mon affaire, la rue encore moins. Il n'y a pas d'urgence. Pour l'instant, je ne sais pas quand je serai forcé de partir. À ce qu'on m'assure, il n'est pas possible qu'on me fasse déloger en janvier prochain. On va faire de la procédure, gardez-le strictement pour vous. Ma femme Emily l'ignore, il croit m'avoir roulé dans la pâte une fois pour toutes, bien dupé, bien berné, et qu'il n'a plus qu'à me jeter dans la poêle. D'ici peu, le procès. Et en avant le papier timbré jusqu'à ce qu'on plaide. Le tout est plein de la plus sale misère, trouble et horreur. Et à Madame Bourdelle, veuve de son mari depuis peu, c'est cette plainte déchirante qui est confiée dans une lettre écrite 7 mois plus tard, le 27 août 1929 exactement, alors que la bataille judiciaire est perdue et que se profile l'imminence du départ. Je cite, « Bientôt je n'aurai plus de maison dans les arbres au milieu du désert effrayant de Paris. Pourquoi ne venez-vous pas me voir tandis que je l'ai encore? Vous en garderiez le souvenir. Ils vont tuer ma vigne et mes oiseaux, mon petit noyer qui ressemble à une blonde novice. Et mon vieil oncle le filier qui doit avoir 7000 ans, 3 mois et 11 jours. » Un passage d'une autre lettre à Rouault, précédant de 15 jours de départ du ménage Suarez, livre un aveu révélateur de l'état d'esprit du condottière à l'égard de ceux qui se sont rendus complices par leur inaction de la tragédie de son expulsion. Hélas, non, cher Rouault, vous ne pouvez rien pour moi. Je vais partir en exil. Je laisse tout, comme celui qui fuit, et dont l'ennemi vient de brûler la maison. Avant la fin du mois, j'aurai vidé les lieux, comme ces misérables disent dans leur ignoble langage. Ceux qui auraient pu faire beaucoup pour moi n'ont pas voulu. Ceux qui voulaient beaucoup n'ont rien pu. C'est l'ordinaire comédie au fond si tragique. Si Suarez s'égrée à son ami peintre de sa sollicitude évidente et des efforts déployés pour lui trouver un nouveau logement, il n'arrive pas à pardonner à ceux de ses proches ou de ses connaissances qui n'ont rien fait pour lui venir en aide, alors que cela était en leur pouvoir. Derrière l'anonymat pluriel utilisé, il n'est pas difficile d'identifier d'abord Esther Suarez, la sœur, et son ami Auguste Lévy, propriétaire d'une somptueuse villa appelée les Kermesses, située à Carqueiranne, près de Hyères, dans le Var. Ceux-ci ont accueilli avec générosité l'écrivain épris de soleil méditerranéen au cours de 6 séjours échelonnés entre 1922 et 1927. Mais face aux demandes répétées de ce dernier de se faire construire une maison pour lui dans leur vaste jardin botanique, ils n'ont pu opposer qu'un refus net, source d'une malheureuse brouille familiale. Mais le plus grand coupable à ses yeux reste Jacques Doucet, son mécène depuis 1913. En effet, après une dizaine d'années d'entente cordiale, la relation entre les deux hommes, bâtie sur des intérêts réciproques, où l'amitié réelle a peu de part, s'essouffle un peu. Or, l'affaire du logement de la rue Cassette déclenche une crise grave, au dénouement imprévu. Dès février 1927, Suarez, mu par un mauvais pressentiment et encouragé par une conception quelque peu abusive du mécénat dont il profite depuis près de 15 ans, se permet de formuler, à l'attention de son cher magicien, comme il l'appelle, cette demande audacieuse. Il me faudrait 2 pièces de plus, l'une pour mes papiers, l'autre pour les livres. Nous en sommes loin. Je tremble à l'idée de ne pouvoir rester dans ma maison. Vous devriez l'acheter, mon cher magicien. Quel service vous me rendriez! Vous n'auriez jamais mieux mérité le nom que je vous donne. Je parle très sérieusement. Vous ne feriez peut-être pas une méchante affaire. Je serai votre locataire les plus exacts, croyez-le. Et jusqu'au scrupule. Cette idée me visite tout d'un coup et je l'accueille comme un ange du ciel. La trouvez-vous si folle? Sans réponse de Doucet, Suarez laisse filer jusqu'en août 1928, date à laquelle l'écrivain reçoit son congé de son propriétaire. Il adresse alors une nouvelle requête qui consiste en somme à solliciter de son cher protecteur l'achat d'une maison en Provence. La demande est faite sur le ton de la détresse misérabiliste destinée à apitoyer. Le moment va venir où la cherté de la vie ne sera plus dans nos moyens. Je suis menacé d'avoir un loyer de 12 000 francs.
Tout est 6 fois plus coûteux qu'il y a 10 ans. Mes ressources n'ont guère augmenté que du double. Nous sommes contraints à toutes sortes de ruineuses économies. Betty ne peut plus supporter la mauvaise saison dans notre logis glacial. Dans ce climat où il fait nuit, brume et pluie 9 mois sur 12. Tous nos efforts tendent à trouver une petite maison sur le bord de la mer entre Toulon et Hyères, à la rigueur entre Marseille et Toulon. Refus poli de Doucet, qui se décharge sur son secrétaire. Suarez s'offusque, promet de ne plus parler de ses soucis. Mais Doucet meurt au début de l'année 1929. Et la rupture éclatante est évitée entre les deux hommes. Suarez n'en rédige pas moins quelques lignes vengeresses dans le secret de ses papiers où s'exprime l'amertume d'un poète qui rêverait de ne connaître aucune contrainte matérielle. Je cite les quelques lignes. Il aurait pu, donc Doucet, il aurait pu me sauver comme ceux des kermesses, et pareil à eux, il n'a rien fait. Ils n'avaient les uns et les autres qu'à acheter la maison et à y laisser locataire. Était-ce un si grand présent? Ce n'est même pas une mauvaise affaire. J'ai toujours payé mon loyer très exactement. L'épreuve de l'expulsion couronne une période difficile pour Suarez, qui fait face, en à peine 2 ans, aux morts successives d'Édouard Latine, de Jacques Doucet et d'Antoine Bourdelle. Le départ de la rue Cassette et l'exil à venir, en attendant de trouver un autre logement, constitue bien en ce sens une des 2 ou 3 césures fortes de sa vie. Grâce à son nouveau mécène, Gabriel Cognac, le dernier logement parisien, après un hiver maussade passé dans les Pyrénées-Orientales, sera un appartement situé près de la Bastille, sur la rive droite, dans un quartier bien éloigné de son cher 6e arrondissement. Il ne s'y fera jamais vraiment. En novembre 1929, depuis son exil de Collioure, Suarez écrivait ces quelques lignes désespérées qui expriment à elle seule tout ce que représenta pour l'écrivain sa chère Cassette. Je n'ai pas seulement perdu une maison, mon seul luxe et mon asile au milieu de ce monde misérable. C'est l'ordre que j'avais créé qui n'est plus. C'est mon harmonie, la promesse d'une beauté sereine, la récompense d'un effort de 25 ans sont anéantis. Voilà ma plainte et le profond souci qui me ronge. Souhaitons que la pose d'une plaque commémorant les 20 années de présence de Suarez rue Cassette concourt à réintroduire un peu ce souvenir en ces lieux qui lui furent si chers et à faire connaître aux passants curieux le nom d'un des plus grands de nos écrivains du XXe siècle. Je vous remercie. Merci pour ce brillant exposé, cette brillante présentation de sa vie dans l'arrondissement, mais sa vie s'est poursuivie. Puisqu'il est décédé. Il est décédé en 1948. Voilà, donc il a encore 20 années à vivre une fois expulsé de la rue Cassette. Bon, alors, c'était tout à fait passionnant, on aimerait être évidemment. Mais écoutez, on va prendre contact avec la mairie dont dépend la rue de la Cérizée. Voilà, et vous avez compris justement cette œuvre extrêmement très abondante. Et on voit les contenus et les extraits, là, extraits que vous avez présentés, montrent en quelque sorte le style de l'homme. Quand on a lu votre passage, c'est quelqu'un qui a une grande originalité, une grande présence. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parmi l'assistance ou des commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Oui, ajouter un commentaire, non. Vous êtes oui, monsieur. Une question, est-ce que sur l'Europe, Alors, sur l'Europe, réunit un certain nombre d'articles qui ont été publiés en revue et qui effectivement constituent un commentaire
régulier et ultra polémique de la montée en puissance du nazisme en Allemagne. Et à ma connaissance, les premiers articles constitutifs de ce qui deviendra sur l'Europe datent de 1931, 32, peut-être les plus anciens de 1930, il faudrait vérifier, mais en tout cas, à ma connaissance, aucun article n'a été écrit du temps de la rue Cassel. Et donc, en même temps, c'était après, finalement. Oui, alors. L'événement marquant qui dénonce ce qu'on appelle. Oui, alors il faut simplement peut-être ajouter que Suarez est un écrivain de ce point de vue-là tout à fait visionnaire, prophétique, lui-même aimé à s'assimiler à la figure grecque de Cassandre. Il est un des premiers à avoir deviné ce qui allait arriver en Europe entre 1939 et 1945. Il ne cesse de commenter l'actualité politique. On l'a vu tout à l'heure avec le commentaire sur les guerres des Boches. Suarez ne parlait pas d'ailleurs de Première Guerre mondiale ni de Deuxième Guerre mondiale, il parlait de guerre de 30 ans, la guerre de 1444. Et son antigermanisme constitue effectivement un fil conducteur de sa pensée. Voilà, donc il a vu de façon extraordinairement lucide, c'en est même troublant, ce qu'allait devenir le pouvoir d'Hitler en Allemagne. Et pour ceux qui ne connaissent pas Vue sur l'Europe, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Il y a une réédition chez Grasset, on trouve relativement facilement sur Internet, une occasion, pas neuf, mais voilà, il y a quand même un grand tirage. Et vous serez surpris par non seulement la lucidité de Suarez, mais par la virulence incroyable de ce plume. Bon, et s'il y a d'autres questions, commentaires, sinon il me reste encore à remercier cette présentation. Encore une fois, vous avez prolongé un peu cette présentation qui finalement nous donne qu'un seul désir, c'est de vous précipiter pour lire Suarez si vous l'avez déjà lu. Il y a des volumes au fond avec. Oui, alors il y a des volumes au fond. Achetez si vous voulez avoir tout de suite les écrits. Et puis, si vous ne souhaitez pas acheter de livre, n'hésitez pas en tout cas à prendre la feuille bibliographique que j'ai préparée à votre attention. Il y a 16 ouvrages de référencés qui constituent l'actualité suarésienne. Merci à tous. Eh bien, et donc, finalement, rendez-vous à la prochaine.